Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Yamaha YZF-R 125 de 2023. Les amis, aujourd'hui, j'ai la chance, grâce à l'un de mes abonnés, de tester l'une des 125 les plus chères du marché. C'est peut-être même la plus chère, la fameuse YZF-R 125, plus communément appelée R 125. D'ailleurs, cette moto, vous avez déjà pu la voir sur ma chaîne il y a maintenant quelques années. Mais aujourd'hui, vous l'avez compris, on teste la toute dernière version, celle qui est sortie cette année, la 2023. Petit rappel pour ceux qui découvriraient cette machine, la gamme YZF-R chez Yamaha, ce sont les sportives. Et aujourd'hui, on est sur la plus petite cylindrée proposée dans cette gamme, la 125. Ça fait maintenant au moins une quinzaine, voire une vingtaine d'années que Yamaha propose ce modèle qui est équipé d'un moteur 4 temps 125. Ces machines ont toujours eu un look assez exubérant et je dirais assez proche des motos de la même gamme mais de cylindrée supérieure. Pendant longtemps, elle ressemblait à la R6. Aujourd'hui, cette machine a une esthétique retravaillée qui reprend pour beaucoup à l'esthétique de sa grande sœur R7. Concernant la motorisation, on est bien sûr sur un 125 cm3. Il s'agit d'un monocylindre à refroidissement liquide et injection. Et il a aussi un système, le VVA, qui permet de changer l'ouverture des soupapes à partir d'un certain régime, ce qui permet à ce moteur de développer le maximum autorisé pour la catégorie, soit 15 chevaux. Et en même temps, normalement, ce système permet également d'avoir un petit peu plus de couple à bas régime, ce qui devrait rendre la moto très agréable, on confirmera ça tout à l'heure. Et en plus, cette moto n'est pas trop lourde, elle est donnée pour 144 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 11 litres dans le réservoir. Le modèle que vous me voyez tester actuellement est très récent, bien sûr, mais c'est surtout une machine qui est très peu modifiée. Il y a beaucoup d'accessoires vendus par Yamaha pour cette moto et actuellement sur celle que je teste, il n'y a en accessoire officiel que le support de plaque raccourci. Après, les autres accessoires présents, ce sont des accessoires d'autres marques, comme par exemple les leviers réglables de chez Puig, les bouts de guidon également de chez Puig, et on a aussi des petits supports afin de mettre une béquille de stand. Je crois que c'est du Puig également. Pour le reste, tout est d'origine sur cette machine, elle est comme en concession. Alors vous le voyez, me voilà en centre-ville et c'est toujours aussi facile à contrôler cette machine. C'est vraiment ce que j'adore sur ces machines. Bien qu'on soit sur la plus sport, la plus radicale, eh bien il n'y a pas réellement de difficulté. Forcément, la position est quand même très basculée vers l'avant, ça reste une sportive, mais vous pouvez voir que le guidon est pris au-dessus du thé de fourche, ce qui fait que nos mains ne sont pas si basses que ça. La machine est fine, le réservoir permet de bien plaquer ses jambes autour de lui. On fait corps avec la moto et les repose-pieds sont un peu hauts, très légèrement vers l'arrière. Une position sport, mais sans être abusé. C'est pas si désagréable ni compliqué à utiliser. Vous voyez maintenant que je m'arrête, je peux mettre facilement un pied complètement à plat ou les deux sur à peu près la moitié de la surface de mes pieds. Mais du haut de mon 1m70, impossible de mettre les deux pieds totalement à plat. Et là, dans ce premier rond-point, la machine, elle demande qu'à se pencher. On a tout de suite ce sentiment vraiment d'être sur une sportive. Elle est vive, elle est facile, elle est maniable. C'est tout de suite très sympa. Sur cette moto, la prise d'information est, je dirais, assez conforme à ce qu'on a le droit d'attendre d'une sportive, c'est-à-dire que c'est relativement plus compliqué que sur un roadster. La position étant quand même un peu basculée vers l'avant, si je tourne la tête, je me retrouve très vite avec mon casque qui vient buter sur mes épaules. Le seul moyen de vérifier mes angles morts, c'est de lâcher le guidon, relever l'épaule et de tourner la tête. Donc ça, je dirais que c'est vraiment à prendre en compte, hein. On a une prise d'info qui est moins bonne que sur sa sœur Roadster, la MT125.
Heureusement, sur celle-ci, on a les rétros, vous voyez, qui sont pris sur le carénage avant, et on voit pas trop mal ce qu'il y a derrière. Mais il y a quand même au moins un tiers des miroirs qui sont obstrués par nos bras. Donc si vous voulez avoir vraiment les infos complètes des miroirs, il faut lever le bras comme ça afin de vérifier ce qui se passe vraiment derrière nous. Je rappelle, cette machine est globalement en configuration d'origine, donc vous retrouvez l'échappement officiel Yamaha qui est en position basse et ressemble... Alors ici je sors de l'agglomération, je suis en 4e, j'accélère à fond, on prend un petit peu de vitesse, arrivé à 7000 tours, le VVA se met en fonction et ça repart bien mieux. La sonorité est conforme à ce qu'on est en droit d'attendre d'une 125/4 temps, hein. Mais vu qu'on est homologué Euro 5, le bruit n'est pas du tout exubérant. Au niveau de la protection par contre, c'est vraiment pas dingue. La machine est courte, donc on a la tête vraiment juste au-dessus de la bulle. Et celle-ci ne sert pas à grand chose, mis à part à décorer. Ici j'arrive sur le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Et cette moto est de nouveau extrêmement vive, extrêmement maniable. On a cette facilité déjà avec cette 125 qui est légère, il y a assez peu d'inertie. Et en plus, les pneus sont assez fins. C'est du 17 pouces bien sûr, en 100 à l'avant et 140 à l'arrière. Les amis, me voilà maintenant ici pour tester l'accélération. Et vous savez qu'avec une 125 sur cet espace, c'est relativement compliqué d'arriver à 100 km/h. Néanmoins, là, on a logiquement ce qui se fait de mieux en 125 actuellement. Donc, on devrait y arriver. Là, avec la précédente que j'avais testée, de mémoire, j'avais mis 13 secondes pour atteindre les 100 km/h. On va voir si celle-ci fait mieux. Et franchement, il n'y a pas de raison finalement qu'elle fasse mieux vu qu'elle a exactement la même puissance. Cette machine par contre maintenant est équipée d'un traction control. Il n'y a pas de position sur le traction control, c'est juste allumé ou éteint. Est-ce que c'est réellement pertinent d'avoir un traction control sur une 125? Là je vous laisse en discuter dans les commentaires. Allez c'est parti, donc je rappelle 15 chevaux, 144 kg plus mes grosses fesses dessus. C'est parti. Forcément, en première, ça a un peu de mal. Allez, on monte jusqu'à 11 000 tours. J'arrive à 80, 90. Et je vais être obligé de ralentir. Vous voyez que la route est vraiment limite. J'aurais dû partir d'un petit peu plus loin. Je pense que j'aurais atteint les 100 km/h. Là, il me manquait une petite centaine de mètres. Maintenant, on va vérifier si cette sportive 125 braque bien. Vous voyez qu'on se retrouve quand même assez vite embuté. Et je pense que ça va être la 125 qui braque le moins bien que j'ai pu tester. Oui, on sort de la route. Pour une 125, c'est vraiment très mauvais. Il faut le signaler. Donc là, je vais reculer un petit peu afin de maximiser l'espace utile pour l'accélération. Allez, on accélère de nouveau pour atteindre les 100 km/h et ensuite je teste le freinage. Let's go. Je passe mes vitesses à 11 000. La troisième, j'arrive à 70, 80, 90, je passe la 4. Et je freine. Alors le frein fonctionne plutôt bien. Le frein arrière forcément est pas non plus d'une efficacité dingue. Là par exemple j'ai essayé de m'arrêter uniquement au frein arrière à cette intersection, ça passe. Mais à haute vitesse le frein arrière n'est pas fou. Sur cette moto vous voyez qu'on a des freins à disque et c'est un monodisque à l'avant.
Donc concernant les performances, je pense vraiment pas qu'il y ait de réelle différence avec les précédentes générations de cette machine. Ça reste une machine bridée à 15 chevaux, hein. Enfin quand je dis bridée, c'est conçu pour développer le maximum autorisé. Ça fonctionne pas trop mal, mais ça reste une petite 125. En termes de manœuvrabilité, par contre, regardez à quel point c'est vif. J'adore ça. Pour revenir sur les commandes, tout à l'heure je vous ai dit donc que les leviers ont été remplacés par du Puig. Et il faut savoir que d'origine, sur cette moto, normalement les leviers de frein et d'embrayage sont fixes. Et il n'y a aucun réglage possible, ce qui est vraiment dommage sur une moto aussi chère. Sur cette édition 2023, les commodos ont été remplacés. Sur la gauche, on retrouve bien sûr tout ce qui gère l'éclairage. Et ce sont des commodos qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut avoir sur certaines MT par exemple. Et sur la droite, on a un seul bouton qui sert de démarreur et coupe-circuit. Et en dessous, un bouton menu qui sert à naviguer justement dans les différents menus du tableau de bord. Le tableau de bord est lui aussi nouveau sur cette édition 2023. Maintenant, il s'agit d'un écran couleur. Il est assez lisible. Celui-ci vous donne les infos de base, vitesse, contour, rapport engagé. Il y a une jauge de carburant. On a aussi le trip 1, trip 2, conso instantanée et moyenne. C'est assez complet. Par contre, le problème, c'est que tout ça est intégralement en anglais. Il n'y a pas la possibilité de mettre les menus en français. Dernière particularité, sur cet écran, vous pouvez connecter votre smartphone via une appli, ce qui permet d'afficher vos SMS, ce genre de choses. Mais il n'y a pas de GPS. Hein. Donc me revoilà en ville. Là, je suis à 30 km/h en 4ème et vous voyez que ça bronche pas, hein, ça fonctionne très très bien. La moto est souple, je peux descendre à très très bas régime sans que ça cale. Là je suis tombé à 1000 tours avant que ça commence à brouter un petit peu. C'est très plaisant en fait hein, de ne pas être obligé de cravacher la machine en permanence pour avancer à faible allure. Ici de nouveau un passage à basse vitesse et je le redis, hein, j'adore vraiment la facilité de cette machine. Elle est ultra vive. Et vous voyez que là je suis en côte et j'ai pas forcément besoin de nouveau de monter très haut dans les tours pour maintenir une vitesse normale, hein, une vitesse autorisée. Je peux rester à 4-5 000 tours sans que ce soit vraiment pénalisant. Par contre, bien sûr, hein, j'ai pas vraiment de capacité de relance quand je suis à ce genre de régime. Là, je sors de l'agglomération, j'accélère fort, vous voyez qu'il se passe absolument rien. Je redescends un rapport, il se passe pas grand chose, deux rapports, et là, oui. Dès que je dépasse les 7000 tours, le VVA est bien là, et redonne un peu de patate au moteur. Et ça change aussi la sonorité. Hein. C'est très calme en dessous des 7000 tours. Ça devient un petit peu plus métallique quand on monte dans les tours. Maintenant, un Dodan, 30 km/h comme d'habitude. Alors c'est surprenant, mais cette 125 a une suspension extrêmement ferme. Moi vous le savez, je suis loin d'être léger, je fais 100 kg. Et pourtant c'est très ferme. À l'avant, on a une fourche inversée et elle n'est pas réglable. Et à l'arrière, un mono-amortisseur. Et j'avoue ne pas avoir vu de réglage non plus. De mémoire, c'est du matériel de chez Kayaba ou KYB. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus envie qu'on dise Kayaba, je ne sais pas pourquoi. Les amis, nous arrivons maintenant dans une succession de virages. Vous connaissez cette route si vous êtes habitué à mes vidéos. Je vais monter un peu dans les tours. Vous l'entendez, la sonorité change vraiment. Beaucoup plus sympa, beaucoup plus rauque. Le freinage est suffisant. Hein. Je rappelle qu'on a l'ABS sur cette 125. Et cette machine donne vraiment, comment dire, la sensation d'être sur une vraie sportive. Hein. Elle est vive, elle donne envie de se pencher, de sortir le genou.
a vraiment moyen de s'amuser avec ce genre de machine. Bien sûr, quand vous êtes en descente, ça se passera forcément beaucoup mieux qu'en montée, vu que les 125, 15 chevaux maximum, faut pas attendre de miracle dans les très fortes pentes. Ici, je réaccélère pour revenir sur les véhicules devant moi. Vous voyez que j'accélère même plus fort qu'eux, je vais le dépasser. On va dépasser ces deux autres véhicules. On pourra dire que j'ai dépassé un Porsche Cayenne turbo en 125. Donc contrairement à d'autres machines de cette cylindrée, vous avez pu voir que remonter au-delà même des limites n'est pas un gros problème. On se sent moins frustré qu'avec d'autres 125 où on arrive à peine à suivre les autres. Cette machine est tellement vive que j'ai du mal à comprendre pourquoi ils n'ont pas installé le shifter d'origine. Sur cette moto, le shifter est proposé uniquement en option. Et je pense vraiment que vu son tempérament, ça aurait apporté justement un côté encore un peu plus sport. Malheureusement, sur la machine que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas présent. C'est une option qui coûte dans les 200 € si je ne me trompe pas. On arrive maintenant sur l'autoroute. Voyons si ça se passe bien avec cette petite 125. Allez, déjà je m'engage derrière ce poids lourd. Pas de difficulté. On va attendre un peu parce qu'il y a un autre poids lourd qui nous double. Là je suis en 4e. Je dépasse, je réaccélère à fond. Donc là je suis en côte, vous voyez que je prends quand même pas mal de vitesse. J'arrive à 100. En 4. Je monte à fond, donc 107 en 4. Je passe la 5. Je suis à 110. Et là ça monte toujours. 115. Je suis toujours en 5, j'arrive à 120. 125, toujours en 5. 130 bientôt. Je suis obligé de passer la 6. 130 en 6. 132. Je me penche. Ici c'est légèrement en descente. Au maximum 130. C'est vraiment pas mal pour une 125. Après par contre il faut l'avouer, la protection n'est vraiment pas dingue. Si vous voulez avoir un minimum de protection, il faudra se mettre vraiment planqué derrière le carénage comme ça. Et même comme ça c'est relativement inefficace. Les carénages sont plus là pour l'esthétique que réellement pour vous donner une protection face au vent. Donc vous avez pu voir qu'avec cette 125, l'autoroute, il n'y a pas réellement de difficulté. Après bien sûr, si vous voulez rester à 130 en permanence, vous êtes au maximum. On ne peut pas espérer aller beaucoup plus loin. Concernant l'éclairage, sur cette moto, tout a été modifié. On a une face avant qui ressemble beaucoup à la R7. Il y a un seul feu LED assez puissant en plein milieu. Et sur les côtés, deux petits feux, juste, je dirais pour la déco, ça sert peut-être de feu de position ou de feu diurne. Le propriétaire me disait que de nuit ça éclaire très bien, ce qui peut sembler surprenant vu la faible taille de cette optique. Par contre, ce qui est pour moi inadmissible sur une machine à ce prix, ce sont les clignotants. On a encore des gros clignotants moches avec des ampoules à filaments. C'est juste intolérable sur une moto à ce prix-là. Quand on voit que n'importe quel autre 125, même à 2 ou 3 000 €, aurait déjà des LED absolument partout. Alors ici, on arrive sur une zone limitée à 90. De nouveau, j'essaie juste de suivre les autres. Je suis même pas à très haut régime, je suis à mi-régime. Et vous voyez que ça pose pas de difficulté. C'est vraiment la force de cette 125. Après bien sûr j'ai pas non plus une réserve de puissance qui me permettrait de faire un dépassement, faut pas exagérer. Allez, une dernière accélération. Donc
voyez que de nouveau on remonte à environ 100 km/h sans forcément être obligé de monter à 11 000 tours à chaque fois. Au final, en termes dynamiques, ça reste une excellente 125. Hein. En même temps, vu son prix, on était en droit de demander au minimum cela. Mais ça reste toujours frustrant à cause de cette norme française qui limite à 15 chevaux. Le seul moyen d'avoir une machine similaire avec plus de patates, ce sera de passer le permis A2 et de prendre sa grande sœur, la R3. Maintenant, en termes d'utilisation au quotidien, ça reste une sportive, donc au niveau des rangements, c'est extrêmement limité. Vous pouvez démonter la selle passager. En dessous, il y a juste de quoi mettre peut-être un gilet jaune en forçant. Et il y a quelques outils qui vous permettront de démonter la selle principale qui, elle, cache encore d'autres outils. Mais franchement, vu qu'on est obligé de s'embêter à tout démonter à chaque fois, personne n'utilisera vraiment ce rangement. Cette machine est bien sûr compatible pour rouler avec 2 personnes. La selle est d'une taille, on va dire, normale pour ce genre de moto. Mais je ne pense pas que ce soit forcément très agréable de rouler à 2 avec une petite cylindrée de ce genre. Et vu sa position un peu radicale, ça peut être assez vite pénible, aussi bien pour le conducteur que pour le passager. Donc on l'a dit plusieurs fois, hein, cette machine développe le maximum autorisé pour le permis A1, c'est-à-dire 15 chevaux. Et la bonne surprise, c'est que malgré ça, elle ne consomme pas trop. Yamaha annonce 2 litres 1 au 100, et c'est exactement ce que m'indique le calculateur de consommation moyenne. Donc finalement, avec ce réservoir de 11 litres, on a une bonne autonomie. Maintenant les amis, on va revenir sur ce qui pour moi est toujours le point le plus discutable sur cette machine, je dirais même sur cette gamme de machines, le tarif. La précédente que j'avais testée, le modèle 2021, était déjà très chère. Elle était à 5700 ou 5800. Eh bien sachez que celle-ci a vu son tarif encore augmenter. Le modèle 2023 est maintenant à 5999 parce que 6000 € c'était psychologiquement intenable, donc il fallait mettre 1 € de moins. Et ça bien sûr en configuration standard, sans option, sans la mise à la route, sans rien. Donc si vous en voulez une avec ne serait-ce qu'un petit peu d'accessoires, vous allez arriver très rapidement à 6500, voire 7000, voire même bien plus si vous prenez des accessoires extrêmement chers, comme peut l'être la ligne d'échappement Akrapovic qui à elle seule coûte près de 1200 €. Donc bien que cette machine soit au top de la catégorie 125, je trouve que son prix est vraiment disproportionné par rapport à l'équipement qu'elle propose. Pour moi, pour justifier les 6000 €, on devrait avoir le shifter d'origine, on devrait avoir les leviers réglables d'origine. On manque clairement de finition sur cette machine pour le prix qui est demandé, et c'est toujours ça que je reproche à cette machine. Après, il ne faut pas oublier que lorsque vous achetez une de ces motos, vous contribuez également à l'industrie française, vu que Yamaha produit cette machine dans l'usine MBK en France. Dernier petit grief, je pense que Yamaha pourrait très facilement augmenter sa garantie qui actuellement est de 2 ans à 3, 4 ou 5 ans comme ses concurrents directs. Ce serait pas mal vu le prix de leur machine. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle génération de R125. Vous l'aurez compris, elle est toujours au top de la catégorie, ça c'est indéniable. Si vous avez des questions concernant cette machine, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des anecdotes, des remarques à nous donner sur ces motos, que ce soit sur cette dernière génération ou les précédentes, n'hésitez pas également à utiliser l'espace commentaire pour nous donner vos retours d'expérience. Je tiens encore à remercier mon abonné qui est venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel que vous reconnaissez en Normandie près de Rouen pour me prêter cette magnifique sportive.
Si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, prenez contact avec moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Je vous remercie encore d'avoir regardé ce test dans son intégralité. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vu que vous l'aurez compris, je teste ce genre de moto extrêmement régulièrement. Allez, je vous dis à bientôt et bien à tous. Certains vont croire que j'ai une dent contre Yamaha, ce qui n'est absolument pas vrai, hein. C'est plutôt une marque que j'apprécie en fait. J'aimerais juste que ça soit encore mieux. Et pour ça, je suis un peu déçu toujours du manque de coloris sur les motos. Actuellement, sur cette moto, elle est disponible uniquement en bleu ou en noir. Et à chaque fois, ce sont des coloris avec énormément de parties mates. Personnellement, j'aurais aimé un peu plus de fantaisie, un peu plus d'exubérance. Ça manque de folie.